dont son nouveau président. Seulement voilà, le favori est le général Ahmed Nasser Al-Raïssi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, accusé de torture, visé par plusieurs plaintes. Depuis 20 ans, le recours à Interpol a explosé. Plus de 13 000 notices rouges émises en 2019 contre 1400 seulement en 2001. Mais l'institution est devenue un outil des régimes autoritaires. L'opposition biélorusse en exil dénonce le détournement de l'organisation par Alexandre Loukachenko. Vladimir Poutine émet 38% des notices rouges selon un rapport du Sénat américain. Alors qui est le général Ahmed Nasser Al-Raïssi, le favori pour le poste du président d'Interpol ? Interpol est-elle devenue une arme des régimes autoritaires ? Dotée de peu de moyens, est-elle efficace ? Et peut-on finalement sauver cette institution censée coordonner les polices mondiales ? Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés pour en discuter Patrick Baudouin. Bonsoir. Vous êtes avocat et président d'honneur de la FIDH, la Fondation internationale des droits de l'homme. Bienvenue à vous. Olivier Cadic est avec nous. Bonsoir. Sénateur des Français établis hors de France, Union centriste, président également du groupe d'amitié France-Pays du Golfe et vice-président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Bienvenue à vous également. Avec nous également Hubert Julien Laferrière. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes député du Rhône. Et puis, nous aurons par Skype Céline Bardet qui va nous rejoindre dans un instant. Elle est juriste pénale internationale. Et enfin, à Istanbul, notre correspondant Ludovic Defoucault, Istanbul, donc en Turquie. Avant de commencer, je voudrais justement qu'on fasse une sorte de petite fiche technique sur qu'est-ce que c'est que Interpol. Vous allez le voir s'afficher. Interpol, c'est 194 pays membres, un budget de 136 millions d'euros, donc un budget assez faible. Le président est Kim Jong-un, donc un président coréen. Son siège est à Lyon. Il y a même 995 employés à Lyon. Et on va se diriger tout de suite justement vers Istanbul, puisque c'est là-bas que se réunit sa 89e Assemblée Générale, la 89e Assemblée Générale donc d'Interpol. Ça va durer 3 jours et à l'issue de cette Assemblée Générale, eh bien, sera élu le nouveau président. Ludovic, rebonsoir. Comment, d'abord, ce candidat, ce favori Ahmed Nasser Al-Raïssi, est-il controversé ? Bonsoir Stéphanie. Oui, bien sûr, je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur ces états de service présumés, mais il est accusé de répression contre les opposants politiques dans son pays, de répression contre les militants des droits de l'homme dans son pays. Il est même accusé de torture contre des personnes dans son pays, y compris d'ailleurs contre 2 ressortissants britanniques, dont tout cela inquiète beaucoup évidemment les organisations de défense des droits de l'homme un peu partout dans le monde, des ONG qui craignent que l'institution Interpol soit l'objet d'une tentative de noyautage de la part de régimes autoritaires, avec notamment la candidature d'un responsable chinois pour intégrer, comme vous l'avez dit, le comité exécutif. Alors comment le président turc Erdogan se sert-il d'Interpol ? Je pense que tous les pays tentent de s'en servir. Ce que le président Erdogan a une nouvelle fois dit à Interpol, là il l'a redit récemment à l'occasion de l'ouverture de sa Assemblée Générale, c'est qu'il attend de la part de l'institution plus de coopération, plus de solidarité. Il veut que l'institution aide la Turquie à faciliter les procédures d'extradition de toutes les personnes recherchées en Turquie, mais qui ne s'y trouvent pas actuellement. Il y aurait, d'après les médias turcs, plus de 1000 personnes dans ce cas, pour la plupart des personnes qui sont affiliées à ce qu'on appelle en Turquie FETÖ, c'est-à-dire le réseau güleniste, le réseau lié à Fethullah Gülen, cet imam turc aujourd'hui exilé en Pennsylvanie aux États-Unis, qui est à la tête d'un vaste réseau mondial, notamment dans l'éducation, un ancien allié politique du président Erdogan et qui est accusé par Ankara d'être le principal instigateur, le principal responsable, le cerveau du coup d'État manqué de 2016. FETÖ est une organisation considérée comme terroriste par la Turquie. Puis il y aurait d'autres personnes qui seraient, elles, membres du PKK, alors le parti des travailleurs du Kurdistan, la guérilla kurde de Turquie, qui est en guerre ouverte avec l'État turc depuis grosso modo 40 ans. PKK qui est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, bien sûr, mais aussi par les États-Unis ou encore par l'Union européenne. Et jusqu'à maintenant, Interpol n'avait jamais vraiment cédé aux demandes turques en dégainant son article 3, en expliquant qu'elle ne pouvait pas intervenir dans des affaires qui présentaient un caractère politique. Le président turc
voilà la main de certains pays membres de cette organisation et exhorte Interpol à ne pas se ranger d'un côté de certains pays contre d'autres et à ne pas décider qui peut être considéré comme terroriste et qui ne peut pas l'être. L'autre question qu'on peut se poser à propos de la Turquie et de cette Assemblée générale, c'est de savoir si la Turquie va soutenir ou soutient la candidature émiratie. Vous savez qu'entre Abu Dhabi et Ankara, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe, mais on peut noter qu'elles se sont considérablement réchauffées ces derniers mois, particulièrement, et hasard du calendrier ou pas, demain, mardi, à Ankara, aura lieu une visite officielle du prince héritier émirati Mohamed Ben Zayed. Merci Ludovic. Hubert Julien Laferrière. Alors justement, vous êtes contre, bien sûr, vous êtes député du Rhône et vous êtes mobilisé contre la candidature du favori, le général Ahmed Nasser Al-Raissi. Pourquoi ? Alors, député du Rhône, vous l'avez dit, et député de la ville de Lyon. Où se trouve le siège d'Interpol, de l'organisation. C'est l'une des motivations qui a fait que j'ai effectivement, depuis plusieurs mois, interpellé et écrit au président de la République. J'avais déjà, et rejoint par une cinquantaine de collègues parlementaires, écrit au président de la République sur la situation du prisonnier d'opinion Ahmed Mansour, qui est enfermé depuis presque 5 ans dans un cachot de 4 mètres carrés à Abu Dhabi. Voilà, donc on est effectivement dans le cadre d'un État policier. Derrière ce qu'on voit de Dubaï, il y a effectivement un État policier, et votre correspondant l'a dit, qui enferme des prisonniers d'opinion, qui torture. Les 2 Britanniques qui étaient cités tout à l'heure, je les ai rencontrés avec leur avocat. Donc on est dans cette situation, si vous voulez, où on a le risque qu'à la tête de l'organisation qui pourchasse les criminels, eh bien, on ait un homme soupçonné de crime. Donc vous avez écrit à Emmanuel Macron. Est-ce que justement la France vous a répondu ? Alors, on n'a pas eu de réponse à ce courrier où on l'interpellait sur la situation d'Ahmed Mansour. Et je lui ai réécrit à nouveau au mois de juin, effectivement, pour l'interpeller sur la candidature d'Ahmed Al-Raissi, en lui demandant de trouver une alternative avec d'autres chefs d'État et de gouvernement européens, avec les États-Unis, de proposer une alternative pour ne pas que ce soit simplement le critère financier. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi est-ce que c'est le favori ? Depuis 5 ans, les Émirats Arabes Unis ont préparé le terrain en devenant le 2e contributeur financier par effectivement des dotations volontaires, 10 millions par an depuis 5 ans, donc 50 donc vous millions. Dites ils achètent l'institution. Mais c'est exactement ça. Donc je crois qu'évidemment, l'institution et les États qui vont voter, parce que ce sont 194 États qui vont voter après-demain, ne s'honoreraient évidemment pas à considérer que parce que les Émirats sont devenus le 2e contributeur financier de l'institution, eh bien, ils sont légitimes à la présider par l'intermédiaire d'un général accusé de crime. Vous voyez, on est quand même dans une situation incroyable. Et je regrette fortement que le président de la République n'ait pas répondu à notre courrier, ni même le ministre de l'Intérieur, que j'ai interrogé via ce qu'on appelle la question écrite, qui a finalement répondu au bout de la 2e fois, en bottant un petit peu en touche. Donc la France, justement, va-t-elle soutenir sa candidature ? Voilà. Si vous voulez, ce que je crains, j'espère que non, mais le silence, malheureusement, est un petit peu suspect. Si jamais la France ne soutenait pas la candidature, peut-être que j'aurais obtenu des réponses. On va écouter justement le chercheur dont vous parliez et dont on a parlé auparavant, Matthew Hedges, qui avait été donc arrêté pour espionnage en 2018 à Dubaï, condamné à l'emprisonnement à vie. Il a finalement été gracié. Il était interviewé par notre confrère François Picard hier. On l'écoute. Ce que j'ai vécu correspond en tout point à de la torture. J'ai été abusé psychologiquement, j'ai été détenu à l'isolement pendant toute la durée de mon séjour et j'ai été menacé de châtiment corporel. Patrick Baudouin, donc effectivement, vous êtes président d'honneur de la FIDH et vous faites partie de ces 3 organisations qui ont aussi signé une lettre ouverte aux États membres, cette fois d'Interpol, pour appeler à rejeter cette candidature. Oui, tout à fait. Au nom de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui est une organisation internationale, comme son nom l'indique, de la Ligue française des droits de l'homme, mais aussi du Gulf Center for Human Rights, qui est une organisation des Émirats arabes unis de défense des droits de l'homme, qui est affiliée à la Fédération internationale. Au nom de ces organisations, nous avons écrit à tous les représentants ou représentantes des États qui composent l'Assemblée qui se réunit d'Interpol pour évidemment protester. Donc aux 194 États. Absolument, aux 194 États. Et nous avons de même écrit, comme cela a été fait récemment, en relançant le président de la République française, M. Macron, pour demander aussi que la France n'aille pas jusqu'au déshonneur qui consisterait à se prononcer en faveur de cette candidature de quelqu'un qui est suspecté d'actes de torture, et pas seulement suspecté, ça repose... Justement, est-ce qu'il est suspecté ? Est-ce que vous avez des preuves, vous, en tant que, justement, organisation ?
Vous avez raison de poser la question, bien sûr. On ne met pas en cause quelqu'un sans avoir des éléments pour le faire. Et ces éléments résultent d'abord des témoignages, on en a entendu d'ailleurs quelques-uns, des personnes qui ont été emprisonnées, qui ont été torturées, qui sont sorties des geôles et qui racontent ce qu'elles ont vécu. Et puis, il y a toute une série d'investigations qui ont été faites par des organisations de défense des droits de l'homme, internationales ou nationales, qui constituent un dossier à charge effrayant contre M. Al-Raïssi. Il est le chef des services de sécurité et l'inspecteur chargé donc de veiller à ce qu'il y ait un respect des règles, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque la torture est monnaie courante, les mauvais traitements, des traitements, il y a toute la panoplie des tortures, on se croirait à Guantanamo quand on entend les personnes qui sont sorties des geôles des Émirats arabes unis. Donc ce dossier à charge, il est absolument manifeste. Et de penser que l'on pourrait avoir à la tête d'Interpol, dont je rappelle que les statuts prévoient que on doit respecter les droits humains, les droits de l'homme. Ça figure dans les statuts d'Interpol. Avoir à sa tête quelqu'un qui est un accusé, suspecté, avec des éléments très sérieux d'être un tortionnaire, on pourrait penser à un mauvais gag, en quelque sorte. C'est absolument inimaginable, inconcevable. Et je pense que ça serait une source de décrédibilisation pour Interpol considérable. Olivier Cadic, ce serait une source de décrédibilisation, justement. Lui, il reste favori. Il a tweeté, d'ailleurs, Ahmed Nasser Al-Raïssi, qu'il allait moderniser l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces élections ne sont pas de vraies élections? Ou est-ce qu'effectivement, il pourrait y avoir une majorité de pays qui votent, effectivement, pour lui? C'est une organisation multilatérale, donc il y a 194 pays qui vont voter. Ça se passe très exactement comme à l'ONU. La problématique, en l'occurrence, il est dit qu'il n'y a pas eu de réponse. En fait, on a un collègue, Pierre Laurent, qui a posé une question écrite au ministre des Affaires étrangères sur cette situation. Et la réponse du ministre des Affaires étrangères... Un sénateur, donc. Un sénateur, oui. Et il y a une réponse très claire du ministre qui dit que si la véracité était établie, effectivement, ça serait difficilement conciliable avec l'exercice de la présidence d'Interpol. Mais à ce jour, je note, les autorités françaises n'ont pas reçu d'éléments permettant de confirmer ces allégations. Et donc, de fait, on est obligé de prendre en compte la candidature. Donc, si c'était avéré, effectivement, la question fondamentalement, et si ceux qui s'expriment ont ces preuves, on comprend leur position. Ceci étant, la position de la France, c'est tout de même, on a entendu son témoignage. Vous voyez, ce sont des témoignages. Donc, effectivement, faut effectivement clarifier. Mais à ce moment-là, et c'est ça qui est assez intéressant, puisque moi, je me suis engagé sur une autre partie du dossier, qui est donc la candidature du représentant de la Chine, puisque là, c'est une... Pour le coup, au comité. On en a... ils institutionnalisent, en fait, l'utilisation, effectivement, d'Interpol pour venir en soutien à leur démarche totalitaire. Donc en fait, vous êtes contre la candidature chinoise, mais favorable à la candidature émiratie. Je n'ai pas dit que j'étais favorable. Ce que je veux dire, c'est que j'entends ce qui vient d'être dit et que si effectivement c'est avéré, j'aurai exactement la même position. Alors, est-ce que ça sera avéré, justement? C'est ça la question. Par exemple, le calvaire Le calvaire que subit Ahmed Mansour depuis près de 5 ans, enfermé dans un cachot de 4 mètres carrés. On ne peut pas imaginer une seconde qu'Ahmed Al-Raïssi, patron de la police d'Abu Dhabi, soit étranger à ce calvaire. Vous dites que la France ferme les yeux. La France ferme les yeux. Et mon collègue Cadic a raison, il va y avoir effectivement une élection, à bulletin secret d'ailleurs. Bien sûr, mais si vous voulez entredire l'élection a lieu à bulletin secret, puis on verra bien où ce que je pense aurait dû faire la France, c'est-à-dire se voir avec d'autres chefs d'État et de gouvernement, promouvoir une candidature alternative qui fasse honneur à l'institution. Vous voyez, moi je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu d'initiative et qu'on attende maintenant l'élection et que malheureusement, on peut avoir une bonne surprise, mais que malheureusement ce soit finalement le fait que les Émirats arabes unis soient devenus le deuxième contributeur financier et qu'on laisse faire et puis qu'ils se fassent élire. Vous voyez, mais il ne s'agit pas d'une élection tronquée, hein. Il va y avoir effectivement une élection tronquée. Et c'est ça qui sera condamnable si jamais il est élu. Je crois qu'on pourra évidemment trouver très dommageable que nos chefs d'État et de gouvernement aient laissé faire au nom, au fond, du critère financier. Du critère financier, c'est ce que vous dites. Et avec peu de regard sur le respect des droits humains. Céline Bardet nous a rejoint, juriste pénal international. Bonsoir Céline Bardet, vous êtes la juriste, je dirais,
du plateau. Il y a 2 autres candidats, bien sûr. Comment se fait-il effectivement que le candidat émirati soit le favori? Est-ce que ce sont que des considérations financières qui fassent justement qu'il soit le favori? Et puis deuxième question, comment ça marche finalement Interpol? Ce ne sont pas des super flics, ce ne sont pas des vraies brigades internationales. Ça fonctionne avec des notices rouges qu'émettent différents États lorsqu'il y a des criminels justement recherchés. Racontez-nous. Alors d'abord, oui, effectivement, Interpol, ça n'est pas une super police comme ça mondiale, Superman qui viendrait agir là où personne ne le fait. Malheureusement, ce serait bien que ce soit ça, mais c'est simplement, je ne réduis pas, mais c'est une collaboration en fait au niveau mondial de la police. Donc Interpol, ils travaillent beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec eux sur tout ce qui a trait notamment à la criminalité transnationale, au trafic de drogue, etc. Donc c'est une organisation quand même qu'il faut rappeler. Il faut rappeler quand même qui est utile, même si elle peut avoir pas mal de problèmes de fonctionnement parfois, mais qui est quand même extrêmement utile. Ensuite, les notices rouges, il y a aussi une sorte de fantasme autour des notices rouges parce qu'on a l'impression que, par exemple, les notices rouges, c'est d'un seul coup Interpol qui va mettre en gros wanted et qui va aller arrêter personne. Non, les notices rouges, elles viennent des États. En fait, ce sont les États et ensuite, il y a un groupe spécial d'Interpol qui vérifie en fait les critères liés aux notices rouges. Et les critères, concernent des gens qui sont soit en procédure judiciaire et recherchés pour des infractions, soit qui ont été condamnés et qui sont en fuite. Et c'est les États, en fait. Par exemple, la France va dire, je dis n'importe quoi, mais voilà, Monsieur X a été condamné, pourtant, il est recherché. On met une notice rouge parce que ça permet à toutes les polices du monde de savoir que cet homme ou cette personne est recherchée. Voilà. Donc, et en même temps, rouges, c'est ça. Pardonnez-moi, Oui. mais en même temps, c'est une bardée quand on voit effectivement que les différents candidats, donc que ce soit au comité exécutif ou à la présidence, sont politisés parce qu'ils représentent leur pays. On ne peut pas dire que ça soit totalement neutre. Non, mais alors complètement, justement, c'est tout le problème. Et d'ailleurs, on peut avoir la même discussion autour de la question des Nations Unies, par exemple. C'est-à-dire que, de quoi on parle? On parle des États. Il n'y a pas quelque chose de supérieur comme ça, malheureusement. Je ne sais pas, j'aimerais bien en inventer un, mais il n'y en a pas. Donc, ce sont les États. Donc, il y a des intérêts nationaux. Donc, il y a des intérêts stratégiques, évidemment, et politiques, bien sûr. Donc, c'est ça toute la difficulté d'une organisation internationale. Et Interpol, il fait face autant que d'autres, en fait, malheureusement. Et pour juste rajouter sur la question, oui, il n'y a pas un critère financier, mais il faut quand même rappeler, pardon, parce que donc j'ai un peu loupé le début de l'émission, mais la fondation, les Émirats Arabes Unis, ils ont quand même fait ils ont donné 50 millions d'euros à la fondation d'Interpol. Ça avait fait beaucoup de discussions. À l'époque, d'ailleurs, j'y étais à Interpol autour de ça. Et il faut savoir que, par exemple, la contribution des États-Unis, c'est 10 millions. Donc, ça vous donne un petit peu le prorata. Donc, ils sont devenus le premier contributeur, en tout cas à l'époque. Donc, bien sûr que ça joue. Bien sûr que ça joue. Et bien sûr que ça pose question aussi. Hubert Julien Laferrière, justement, cette autre candidature controversée, c'est celle du Chinois Hu Bingchen, donc, qui, lui, voudrait rentrer au comité exécutif. Cette fois, c'est une 50aine de parlementaires européens qui ont adressé une lettre, justement, à leur ministre de l'Intérieur, donc en l'occurrence à Gérald Darmanin en France, les invitant encore à s'opposer à cette candidature. Et là encore, a priori, on ne bouge pas, c'est-à-dire que la candidature chinoise sera une candidature valable comme la candidature émirati. C'est bien le problème, et heureusement que les parlementaires sont là pour interpeller leur gouvernement. Mais je crois qu'effectivement, Mme Bardel a dit, c'est une organisation multilatérale. Donc, ce n'est pas Interpol en tant que tel qui est en cause, mais ce sont bien les États qui la composent. Et donc, il va de la responsabilité des États de s'opposer ou pas, de faire en sorte que l'honneur reste sauf dans cette histoire. Une institution qui va fêter ses 100 ans dans 2 ans, qui effectivement est très utile pour pourchasser le crime organisé. Mais est-ce qu'on veut qu'il soit dirigé par des femmes et des hommes effectivement qui ont un bagage en toute intégrité? Donc ça n'est pas la priorité en fait aujourd'hui. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui c'est une histoire de rapport de force financier. Depuis toujours en fait l'élection à la présidence, elle s'est faite, même s'il y a un vote, elle s'est faite de manière assez consensuelle. En fonction effectivement des contributions financières. Là, quand on se dit maintenant c'est le tour des Émirats parce que effectivement ils jouent un rôle dans le Golfe. Alors donc ça intéresse les Émirats d'avoir un rôle plus important. Ils sont devenus un grand contributeur financier. Mais regardons d'autres critères. Regardons effectivement le respect des droits humains. C'est quand même extraordinaire. Effectivement, Patrick Beaudouin le rappelait, à l'article 2 des statuts d'Interpol, il y a la référence à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc une charte qui n'est pas respectée, c'est le moins qu'on puisse dire, Patrick Beaudouin. Oui, ce qu'on peut peut-être dire quand même en complément, c'est qu'il y a vraiment une tentative d'instrumentalisation d'institutions internationales qui n'est pas propre à Interpol.
Et on a une politisation extrêmement dangereuse. Tout à l'heure, on évoquait les notices rouges. Alors certes, les notices rouges, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Donc expliquez bien ce qu'elles sont, Alors, les ces notices notices rouges, parce que c'est- c'est oui, de... Et Mme Alors, Bardel a les- dit ministère. aussi. Madame Barbel l'a expliqué, mais j'y reviens parce que vous avez raison de le souligner. Ce sont des États qui viennent signaler à Interpol, parce qu'Interpol couvre l'international, qu'il y a des personnes qui appartiennent à ces États qui sont suspectées d'être des criminels pour des crimes graves. Alors, ça joue sur la délinquance qu'on va qualifier de droit commun, très bien, mais ça joue aussi sur la délinquance qui n'est pas droit commun, qui est politisée. Exactement. Moi, en tant qu'avocat, j'ai par exemple été confronté à des notices rouges qui visaient des Iraniens ou des Kurdes qui n'avaient rien de criminel de droit commun, mais qui avaient le tort d'être des opposants politiques ou des défenseurs des droits de l'homme. Et en vertu de ces notices rouges qui passent par Interpol, qui sont diffusées aux polices du monde entier, la personne qui est visée par la notice rouge, elle peut être interpellée, arrêtée dans quelques pays qu'elle se trouve où elle circule. Alors la question, c'est est-ce que ça, le l'État danger. met à exécution justement ces notices Alors, rouges l'État- L'État dans lequel se trouve cet opposant, par Vous exemple. avez, mais l'État, en principe, est obligé de le faire. Alors, il peut avoir une marge de manœuvre, mais c'est au titre de la collaboration entre les polices mondiales que l'État, normalement, quand il est saisi par Interpol de cette notice rouge, il doit normalement, Mais effectivement, vous y dites déférer. normalement, est-ce que Oui, c'est parce que- est-ce que c'est le cas On peut imaginer quand même, si vous voulez, que face à des pays comme aujourd'hui la Russie, l'Égypte, la Chine et beaucoup d'autres, des États qui restent encore, jusqu'à preuve du contraire, des États démocratiques, puissent faire preuve d'un minimum de discernement pour ne pas forcément les mettre en œuvre et trouver les parades. Mais c'est quand même Ils trouvent très, des très parades, hein, dangereux. vous dites quand même, pour un certain nombre De d'entre eux. temps en temps, ça peut arriver. Votre- Mais votre- on rentre, si vous voulez, ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'on rentre dans des jeux politiques qui sont extrêmement dangereux, qui ne permettent plus un contrôle au niveau des droits de l'homme. J'ajoute juste un dernier point sur ce monsieur El Raïssi, parce que ça me paraît important par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est quand même d'une grande hypocrisie que de venir dire de la part du ministre des Affaires étrangères, écoutez, ce monsieur, on n'a pas de preuves suffisantes, donc on est un peu hésitant. C'est pas bon. J'observe qu'une fois de plus, c'est un manque de transparence totale, parce que les autorités françaises ne nous disent pas ce qu'elles vont faire en termes de vote, et c'est tout à fait sciemment, parce que ce sont des jeux politiques, économiques, financiers. Donc personne ne dit pour qui C'est- il va voter. Mais oui, C'est décidé à l'avance. Il y a c'est- forcément eu mais des bien discussions. sûr, Enfin, mais c'est une opacité qui cache un certain nombre d'intérêts, si vous voulez, qui sont derrière. Et il faut quand même savoir que si monsieur, ce qu'on espère encore échapper au pire, mais si monsieur Al-Raïssi est élu, il fait l'objet de plaintes en France et il est susceptible, au titre de ce qu'on appelle la compétence universelle, s'il vient en France et s'il est président d'Interpol, on peut imaginer qu'il vienne à Lyon, eh bien, il est susceptible d'être poursuivi. Il n'y a pas d'immunité pour le président d'Interpol. Et il est accusé d'actes de torture. Il y a une compétence en France pour poursuivre, arrêter et juger ceux qui se trouvent sur son territoire et qui sont suspectés de ce type d'acte. Donc celui qui est à la tête d'Interpol, qui devrait faire l'objet, entre nous soit dit d'ailleurs, d'une notice rouge, mais enfin évidemment c'est exclu, eh bien celui-là, il est susceptible d'être poursuivi sur le territoire français. C'est des situations inextricables, invraisemblables et qui Olivier discréditeraient Cadic. complètement l'institution. Oui, ça finirait par détruire l'institution, cette Non, mais- instrumentalisation dont on parle, qui en fait s'est accrue pendant toutes ces années. faut quand même rappeler que Interpol, on en a besoin, que ça permet d'arrêter des vrais criminels. Et puisqu'on On dit parle pas le des, contraire. et puisqu'on contraire. parle des L'institution. Émirats arabes unis, c'est à Dubaï qu'a été arrêté un des plus grands criminels français qui était recherché depuis des années et des années récemment. Donc ça fonctionne et les Émirats arabes unis jouent leur rôle aussi pour nous permettre d'arrêter des criminels qui pensent pouvoir se réfugier à Dubaï. J'y étais il y a 2 semaines. On recevra en audition la semaine prochaine les représentants justement du système qui lutte anticriminalité, lutte anti-blanchiment à Dubaï. Donc, et je remercie d'ailleurs l'ambassadrice des Émirats arabes unis qui, il y a 3 semaines, a fait une réponse à ma demande sur le sujet pour avoir plus d'informations quand j'étais à Dubaï sur leur fonctionnement. Donc, ceci étant... Donc ils jouent ça, le jeu, c'est ce que là- vous dites. Oui, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans ce domaine, dans le domaine qui est Interpol pour ce qui est police, ils jouent le jeu. Ensuite, ce qui est là où on se rejoint complètement, c'est sur le fait que certains États utilisent Interpol
pour persécuter des opposants politiques. Et ça, c'est un cas avéré avec la Chine, on le voit. Il y a un rapport qui vient d'être publié justement sur le sujet, très documenté sur la manière dont la Chine utilise Interpol pour non seulement faire arrêter les gens, ou éventuellement les menacer, pour les obliger à revenir au pays. Donc on utilise, ils interrogent, ils disent à des Chinois qui sont à l'étranger, il faut revenir en Chine, et sinon on va vous mettre une notice rouge Interpol, et sinon on va arrêter votre famille. Voilà la façon dont la Chine utilise Interpol. Et on a des cas qui sont avérés. On a eu des la Chine, dont il y a une candidature. On a eu un Chinois qui s'est suicidé en Pologne en prison. Au bout de 3 ans, il avait été arrêté par une notice rouge. On en a un autre, il a été libéré au bout de 2 ans. Et il ne pouvait pas rentrer en Suède simplement parce qu'il avait toujours cette notice rouge qui l'empêchait de voyager. Donc il faut effectivement savoir que des États comme la Chine utilisent ce système et le dévoient. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Et manifestement, alors c'est le problème justement, Céline Bardet, parce que qu'est-ce qu'on fait? Donc certains États pourraient justement ne plus avoir accès à Interpol, alors que c'est censé être multilatéral, donc inclure tous les États. Est-ce qu'il faudrait mettre justement un critère? Et d'ailleurs, monsieur l'a dit qu'il y avait un critère des droits de l'homme, mais à ce moment-là, vous réduisez bien évidemment le nombre d'États qui participent à l'institution. Non, mais en fait, je pense que exactement, c'est toute la question. D'abord, d'une part, sur la question des notices rouges, enfin des red notices, là, il y a quand même un groupe spécial qui est chargé de vérifier les critères, et je pense qu'il y aurait au sein d'Interpol, j'entends. Donc, il y aurait certainement, par exemple, un travail à faire autour de ça. Et donc un débat au sein d'Interpol pour savoir comment peut-être on peut retravailler ces critères, parce que ce qui vient d'être dit précédemment, c'est une réalité. Effectivement, il y a beaucoup d'États qui utilisent ce système à des fins politiques ou pour nuire à des opposants politiques. On parle de Vladimir Poutine aussi, en plus du président chinois. On parle également d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. C'est ce que dénoncent en tout cas les opposants biélorusses. Exactement. Il y a eu plus de 11 000, je crois, notices rouges en 2020. En 2021, je n'ai pas les chiffres, donc c'est énorme. Mais bon, au-delà de cette question-là, bien sûr que c'est une réflexion à avoir aussi totalement au sein du fonctionnement d'Interpol. Et comme ça a été rappelé aussi très justement à ce que je disais avant, la question, en fait, elle n'est pas uniquement... D'abord, la question, elle n'est pas Interpol en tant qu'agent, je veux dire, par rapport aux gens qui travaillent à Interpol, mais elle est sur comment on fait, en fait, pour moi, le vrai débat, il est là. Comment on fait aujourd'hui sur la question de l'utilisation des organisations multilatérales. Ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi les Émirats arabes unis, bien sûr, ils font une contribution financière et tout, et à un moment, ils ont besoin de se légitimer. Donc là, c'est une occasion ultra importante pour eux, comme la course aussi à se trouver dans le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour certains pays, c'est complètement absurde, qui sont des pays qui violent, je veux dire, de manière outrancière les droits de l'homme. Donc c'est toute la question. Mais de l'autre côté, on ne peut pas effectivement dire on va avoir une organisation et puis comme vous disiez, vous allez avoir le droit d'entrer et puis vous non. En fait, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc je pense la question, la nature même du multilatéral, c'est la coopération, c'est le fait que des États travaillent ensemble, des États différents avec des systèmes démocratiques ou pas. Donc il y a un vrai débat. Ces risques de dérive sont entiers. Oui, les risques de dérive, ils sont là. Et juste, je voulais finir sur une chose, c'est que en fait, au-delà de décrédibiliser ces institutions, il ne faut pas oublier non plus que, en fait, ça les décrédibilise aussi auprès du public, et c'est là où il y a une fracture de plus en plus qui se fait, que ce soit vis-à-vis des Nations Unies, par exemple, ou vis-à-vis d'Interpol. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, parce qu'on a besoin de ces organisations. Et donc, il faut vraiment réfléchir à comment faire pour que tout le monde respecte, les critères. Et ce qui a été bien rappelé aussi, il y a des critères, bien sûr, de valeur. Il faut, pour rentrer à Interpol, pour être... On oublie un petit peu en pratique depuis 20 ans. Hubert Juniat-Laferrière, est-ce qu'il faut revoir justement les missions de cette institution, revoir la façon dont elle fonctionne? Et puis d'abord, revenons quand même sur la façon dont elle fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne vraiment bien? J'ai vu que effectivement le baron de la drogue français, Sofiane Ambli, était en cavale, a été arrêté. Donc il y a quelques succès. Mais finalement, est-ce que ça fonctionne bien? Le budget est plutôt restreint. Il y a évidemment des succès.
encore une fois, Céline Bardet a raison de rappeler que c'est une organisation multilatérale. Donc on ne peut pas avoir que des États démocratiques. C'est comme à l'ONU. Simplement, on n'est pas obligé de mettre un tortionnaire à sa présidence. Vous voyez, c'est juste... Il y a aussi des limites au multilatéral. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, évidemment, il y a des États qui ne sont pas démocratiques dans le monde. Donc forcément, ça se retrouve dans le multilatéral. Mais de là à mettre un homme soupçonné de crime, membre d'un fonctionnaire d'un État qui lui-même est un État policier, vous voyez, on peut peut-être fixer la limite. On va écouter d'ailleurs le secrétaire général actuel. Pardonnez-moi, je vous interromps. Il vient d'ailleurs de réagir sur cette question. On l'écoute. D'accord. Bien sûr, je suis au courant de ces accusations qui sont actuellement un problème entre les parties impliquées. Mais c'est avant tout aux pays membres de nommer un de leurs experts pour travailler au sein de la structure d'Interpol. Et ce sera jeudi le rôle des pays membres d'Interpol de décider. Ouais, il dit que c'est démocratique. Il dit que c'est démocratique. Ce sont les différents. Alors, si j'ai bien compris, c'est une voix, un pays et vote à la majorité simple. Voilà, tout à fait. Mais pourquoi est-ce que la France, pourquoi est-ce que la France ne répond pas aujourd'hui? Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on vend beaucoup d'armes aux Émirats Arabes Unis, utilisées en plus dans la guerre au Yémen, qualifiée par les Nations Unies elles-mêmes comme la pire catastrophe humanitaire contemporaine? Est-ce que c'est pas parce que, comme le disent certains géopolitologues, on a un petit peu délégué notre diplomatie dans le Golfe aux Émirats, qu'aujourd'hui, lorsque effectivement Mohamed Ben Zayed est reçu par le président Macron, il ne lui parle ni d'Ahmed Mansour, ni même d'Interpol. Vous voyez? Mais encore une fois, il va bien y avoir un vote démocratique. Olivier Cadic, si vous permettez, juste pour ce que je veux dire par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois qu'aucun d'entre nous ne conteste l'utilité d'Interpol. Bien sûr. Et au contraire, c'est parce qu'on pense que cet organisme est très utile qu'on souhaite que la gestion soit une gestion qui ne soit pas opaque, qui soit une gestion saine. Donc vous dites, pardonnez-moi, vous dites que les élections sont opaques. Les élections sont opaques. On est dans l'opacité. La preuve, là, on nage dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un vote à bulletin secret. On a l'impression que chacun... Dans les démocraties, les votes sont à bulletin secret. Donc, oui, voilà. Les votes sont à bulletin secret, mais on pourrait quand même savoir quels sont les... Depuis le temps qu'on parle de cette question et qu'il y a des contestations sur cette candidature, il aurait été quand même de bonne loi que la France, en particulier, et peut-être d'autres pays européens, prennent position. Exactement. Olivier Cadic, vous vouliez réagir? Oui, je pense que c'est faire un mauvais procès que de faire un procès à la France sur cette question-là. Je pense que Jean-Yves Le Drian a toujours été très clair. La position de la France a toujours été très claire vis-à-vis des droits de l'homme. Donc, c'est pas la question. Je crois pas. Il faut pas non plus tout mélanger. Si il y a effectivement un dossier, une problématique de droits de l'homme, on la traite. Ceci étant, on est en train de parler d'une organisation multilatérale. Les votes à l'ONU, c'est exactement la même chose. Donc, il faut se rendre compte de comment ça fonctionne. Il y a 194 pays. On a vu justement la Chine faire tout un travail pour s'assurer le vote de plein de petits pays à l'ONU. Ils ont comme ça pris beaucoup d'influence, beaucoup d'importance dans les organisations multilatérales. Ça a été dit très clairement par Jean-Yves Le Drian encore récemment. Donc, il ne faut pas se tromper de débat. Je pense que venir faire un conflit franco-français sur ce sujet, c'est une erreur. Pas franco-français. Non, mais c'est... commencer à dire que le ministre des Affaires étrangères ou notre diplomatie, elle fonctionne très bien au Moyen-Orient. Je suis désolé. C'est de l'aril politique. Je veux dire, c'est... Mais non, mais c'est pas... Il y a un moment, vous avez des candidats. Effectivement, les Émirats en font une carte de visite. Honnêtement, ils font un gros travail en termes de sécurité. Vous allez à Dubaï, vous ne voyez pas un seul policier en armes dans les rues. Excusez-moi, c'est en termes de fonctionnement, ils ont une approche complètement différente de la nôtre, disruptive, et donc c'est assez intéressant. Ceci étant, ça n'exonère pas le pays de respecter les droits de l'homme. C'est les statuts d'Interpol qui le prévoient. Donc on ne peut pas arrêter quelqu'un, on ne peut pas faire une notice rouge pour des raisons politiques, religieuses, c'est très clairement écrit. Céline Bardet. Aux Émirats Arabes Unis, sous le sable, il y a la torture. Ouais. C'est quand même ce qu'il faut rappeler. Allez-y, voilà, Céline Bardet. Exactement, je pense que c'est quand même important de le rappeler et j'entends, moi je suis complètement d'accord, c'est une organisation multilatérale et aussi on parle de pays qui apportent d'autres façons de faire et tout ça c'est hyper important. Mais d'abord, le fait que les élections soient à bulletin secret, oui, c'est pas là où se trouve l'opacité en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est plus de réfléchir au fonctionnement et justement
la question des droits de l'homme, la question des standards qui sont partagés, qui sont donc quelque chose d'établi au sein d'Interpol, ça doit leur être justement mis en face. Et je pense aussi, moi je ne fais pas de politique et de diplomatie, je suis vraiment juriste, mais je trouvais intéressant, c'est vrai qu'il y a ces plaintes en France, enfin quand même, on va se poser la question, s'il est élu président, effectivement, sur la base de la compétence universelle, on fait comment quand il arrive à Lyon? Enfin, tout ça, c'est quand même ridicule. Donc, il y a quand même des questions à avoir. Il y a un débat à avoir et donc il y a des questions à poser. Et peut-être, moi, je trouve qu'on n'entend pas assez, pour le coup, d'autres États poser ces questions parce que justement, c'est là où doit y avoir le débat. Pourquoi on ne les entend pas au final? Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est justement parce qu'ils pensent que l'institution est trop faible? Peut-être Hubert Julien Laferrière. Pourquoi on n'entend pas effectivement les autres États? Les États-Unis, par exemple, si je comprends bien, le budget est bien moindre que celui des Émirats Arabes Unis au sein d'Interpol. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont redevenus le premier contributeur et que, les Émirats sont le deuxième. Enfin, on ne les a pas vraiment entendus sur cette candidature, sur cette problématique. Non, parce que je pense qu'on est dans cette organisation, comme dans beaucoup d'organisations multilatérales, pas forcément toutes, dans une sorte effectivement de consensus où on va dire c'est chacun son tour et d'abord en fonction des contributions financières et c'est bien ça que je voudrais pointer. Parce qu'il y a deux autres candidatures, un Nigérian. Qu'est-ce qui fait que c'est les Émirats aujourd'hui? C'est bien parce qu'ils sont le deuxième contributeur. C'est l'unique raison. Et ça ne doit pas autoriser à n'importe quoi. L'autre raison, je pense aussi, c'est quand même tous les liens qui peuvent être militaires, politiques, économiques avec les pays du Golfe. On leur fournit quand même beaucoup d'armes, ce sont de très bons clients. Et quand vous dites on, c'est la France, vous donnez un point important à la France par exemple, au sein de Interpol. Mais je ne veux pas non plus fustiger uniquement la France. Je pense que c'est toute une série de pays là, qui portent une part de responsabilité en admettant aujourd'hui au sein des institutions internationales, et pas seulement d'Interpol, que peuvent prévaloir des prébendes, on achète, si vous voulez, les Émirats Arabes Unis s'achètent finalement à bon prix, parce que c'est pas très cher pour eux, une sorte de bonne conduite, et puis ça leur permet d'interférer, ça leur permet de jouer un rôle important, et les autres États, les autres puissances font la sourde oreille ou ferment les yeux parce que ce sont des intérêts économiques, stratégiques qui sont en jeu et qu'on ne veut pas les froisser. Et ce, au détriment, c'est clair quand même. Dans le cas présent, quel est le débat? Le seul débat qui vaille, c'est est-ce que ce monsieur, il est légitime pour être président d'Interpol? C'est le seul débat, c'est la seule question aujourd'hui. Alors c'est oui ou c'est non. Alors si vous dites non, alors il faut revoir aussi la candidature du Chinois. Le propos est contradictoire parce que quand vous dites, et vous avez raison, que le candidat chinois est suspect, de la même manière, le candidat des Émirats, pour d'autres raisons, dans un autre contexte, est tout aussi suspect. Donc je crois qu'il ne faut pas deux poids, deux mesures. Il faut dire qu'il faut qu'il y ait à la tête de ces institutions des personnes irréprochables. Olivier Cadic, deux poids, deux mesures, en fait entre l'Émirat. Un système irréprochable, c'est pas des personnes qui font ce système, c'est pas le président qui fera ce système. Ce qu'il faut, c'est un système irréprochable. Aujourd'hui, on arrête des gens aux quatre coins du monde parce qu'il y a une notice rouge. Les gens se retrouvent parfois dans des geôles. Il faut voir les conditions les prisons que l'on peut rencontrer aux quatre coins du monde, avec pas de possibilité d'avoir accès à un avocat. Donc c'est ça ce qui arrive parfois à des gens. Ils sont arrêtés tout d'un coup. C'est arrivé à des Français. Je me suis occupé de plusieurs dossiers de Français qui ont été arrêtés suite à des notices rouges. Quand vous avez quelqu'un qui se retrouve dans une prison à New Delhi, je peux vous dire que c'est pas du gâteau pour la personne. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut simplement qu'on revoie le système. Si on doit revoir un profil pour présider une telle organisation, ce sera certainement ce à quoi on devra arriver. Mais ce problème ne se pose pas que pour Interpol. Ce problème se pose pour plein d'organisations multilatérales. Donc on retrouve cette même problématique à chaque fois. Donc là aujourd'hui, c'est très bien. Donc il faut revoir les missions, il faut revoir les moyens, il faut revoir la façon dont peut-être la définition procède. Revoir ces fameuses notices rouges. Mais il ne faut pas oublier que pour les Chinois, les droits de l'homme, ça n'est pas le bon système pour le développement humain. C'est ça leur vision. Aujourd'hui, la grande discussion qu'il y a, c'est l'opposition sur la question des droits de l'homme. La Chine, comme d'autres pays autocratiques, considère que ça n'est pas le bon système. Et nous, aujourd'hui, le fond du débat, il est là. Pourquoi les organisations multilatérales commencent à avoir de plus en plus de problèmes à fonctionner? C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été écrit sur le papier, ce qui a fondé donc ces organisations. Céline Bardet, un mot de conclusion. Est-ce qu'il faut finalement sauver cette institution?
Faut-il sauver Interpol? Non, mais bien sûr qu'il faut sauver Interpol. On parle de tous les problèmes des notices rouges, etc. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de choses qui sont achevées avec Interpol. C'est aussi le symbole de la coopération entre les polices. Donc, il y a une expertise et un travail qui a une valeur inestimable. Et aussi, ça crée des relations entre les pays. Tout ça, c'est hyper important. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à repenser. Et la question des critères sur les fameuses notices rouges et la question du groupe spécial. Et après, moi, je voudrais conclure sur, en fait, tout a été dit juste avant. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion profonde à avoir. Oui, il y a des pays qui, aujourd'hui, ont de plus en plus d'importance, économiquement parlant, stratégiquement parlant, type la Chine et d'autres, et qui ont des visions, de valeurs qui ne sont pas du tout les mêmes que les autres. Et c'est ça la question. Et donc, la question, peut-être, elle est, est-ce que le multilatéralisme, il est encore possible? Comment il est possible? Et je ne suis pas en train de dire, oulala, mettons fin au multilatéralisme. Hein, pas du tout. Moi, je suis une ultra pour ça. Mais c'est là où peut-être il y a une réflexion à avoir de comment on fait, comment on communique et quels standards, je ne sais pas, minima on pose. Merci. Parce que s'il n'y a que comme ça qu'on se sauvera. Oui, il y a des statuts. Il y a la déclaration manifestement, universelle des droits de l'homme dans les statuts. Merci beaucoup Céline Bardet, merci Olivier Cadic, merci à vous Patrick Baudouin, merci Hubert Julien Laferrière, merci à Ludovic Defoucauld qui était avec nous en direct d'Istanbul et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci.